28 mai 2026. Le nouvel ayatollah d'Iran croyait que sa vaste armée de drones était invisible pour l'armée américaine. Caché dans des bases souterraines et des recoins côtiers, l'Iran lançait des attaques surprises avec un certain succès. Ils ont simplement utilisé un cessez-le-feu diplomatique très médiatisé, comme écran de fumée, pour abattre un drone américain. Ils croient que leur forteresse souterraine les rend intraçables. Ils pensent avoir dupé le Pentagone. Ils se trompent complètement. Les États-Unis ont travaillé d'arrache-pied à recueillir des données, analyser des renseignements et localiser précisément où ces moyens étaient stockés. Ils gardaient cette information sous le coude, et maintenant ils attendaient simplement le moment parfait pour l'utiliser. Tôt le matin du 28 mai, l'ordre final est arrivé en plein cœur de Bandar Abbas. Le corps des gardiens de la révolution islamique célèbre l'un de ses récents succès dans un centre d'opération de drones souterrains. Ils n'ont aucune idée qu'une bombe de 900 kg est en train de franchir le mur du son juste au-dessus de leur tête. L'ayatollah pensait que son réseau secret de drones était l'arme ultime. Comment l'armée américaine a-t-elle réussi à cartographier parfaitement son armée invisible ? Le 8 avril, après plus d'un mois de conflit ouvert, au cours duquel les États-Unis et Israël avaient bombardé des centaines de sites à travers l'Iran et éliminé une grande partie du régime du pays, y compris son ancien guide suprême, et que l'Iran avait réagi en bloquant la voie maritime vitale, le détroit d'Ormuz. Les États-Unis et l'Iran ont finalement accepté un cessez-le-feu provisoire et temporaire. Sous la médiation du Pakistan et annoncé par Donald Trump, le cessez-le-feu devait marquer le début de la fin de la guerre avec l'Iran. Il était censé annoncer la réouverture progressive du détroit d'Ormuz et permettre aux deux parties de faire un pas vers un accord de paix plus durable. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Après une accalmie des activités militaires dans la région, l'Iran maintient son blocus dans le détroit sans montrer de signe de retrait. Les navires continuent d'être menacés et empêchés de passer, poussant les États-Unis à prendre de nouvelles mesures et à instaurer un blocus militaire sur les navires iraniens voyageant vers et depuis les ports du pays. Cela a entraîné des accusations de violation du cessez-le-feu contre les deux parties. Des drones et missiles iraniens auraient frappé plusieurs États voisins en avril, dont l'Irak. Et les États-Unis ont été contraints de tirer sur un navire iranien qui a tenté de franchir leur blocus le 19 avril. En mai, la situation s'était encore détériorée, les deux camps étant impliqués dans une série d'échanges réciproques. Le 7 mai, par exemple, l'Iran a mené une vaste attaque avec drones, missiles et vedettes contre 3 navires de guerre américains. L'USS Truxtun, l'USS Rafael Peralta et l'USS Mason. Les navires américains n'ont subi ni dégâts ni pertes humaines et ont rapidement riposté, ouvrant le feu sur le port iranien, Bandar Abbas et l'île de Keshm, où de nombreuses batteries de missiles et essaims de drones seraient entreposées. L'Iran a aussi tenté de miner le détroit d'Ormuz, mais la marine américaine a également déjoué ses tentatives, qui a facilement repéré et éliminé les navires poseurs de mines. À la fin du mois, les résultats de ces affrontements en représailles étaient clairs. Les États-Unis étaient en grande partie épargnés. Il maintenait sa domination sur le détroit d'Ormuz et le golfe Persique grâce à une force militaire massive dans la région, dotée des navires de guerre les plus avancés au monde, des centaines d'avions et d'autres équipements de pointe. Pendant ce temps, l'armée iranienne avait été décimée. La majorité de ses forces navales et défenses aériennes furent détruites lors des premiers bombardements, et les frappes suivantes paralysèrent la logistique du CGRI. Éradiquer certains de ses atouts les plus importants et précieux, et laisser très peu d'options pour se défendre. L'Iran savait aussi que l'Amérique pouvait causer encore plus de dégâts par sa puissance de feu, quand et comme elle le voulait. Ses navires de guerre étaient armés de tous les missiles nécessaires, et ses bombardiers furtifs ainsi que ses avions d'attaque avaient démontré leur capacité à pénétrer et quitter l'espace aérien iranien à volonté. Privé de sa puissance et incapable de défier la marine américaine par des moyens classiques, le haut commandement du CGRI ne disposait plus que d'une seule option viable, et a opéré un virage tactique vers ce qu'il considérait comme son dernier atout, son armée de drones. Ces dernières années, l'Iran a discrètement créé l'une des flottes de drones les plus dangereuses et décentralisées au monde. Ils ont abandonné les avions de chasse coûteux et ont produit en masse des drones bon marché, des drones kamikazes jetables. Des drones d'attaque, comme le Shahid 136, ont fortement influencé les forces armées du monde entier. La Russie a copié la conception de ce drone pour créer les drones Geran 2, qu'elle utilise largement pour bombarder l'Ukraine. Les États-Unis se sont aussi inspirés du Shahed 136 pour développer leur drone Lucas, un système d'attaque sans équipage à faible coût.
D'autres drones iraniens incluent le Shahed 149 ou Gaza, capable de voler une journée entière et de transporter jusqu'à 13 bombes, et le Shahed 129, qui est souvent utilisé pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, c'est-à-dire des missions ISR, ainsi que pour des sorties de frappe, avec de nombreux drones disponibles, dont beaucoup sont très peu coûteux à produire en masse. Les tactiques de drones du CGRI misent sur l'attaque en essaim pour saturer les défenses aériennes ennemies. Les commandants iraniens savaient que les défenses américaines pouvaient abattre 99% de leurs drones. Mais en lançant un essaim de saturation massif, un drone de $20 000 pouvait passer entre les mailles du fil et mettre hors service un atout américain d'1 milliard. Téhéran le savait. Pour espérer contrer la puissance de l'armée américaine et forcer sa marine à quitter ses eaux et son espace aérien, ces drones seraient la clé. Il voulait prouver qu'il contrôlait le ciel. Quelle meilleure façon de démontrer les capacités de ces drones qu'en les utilisant pour attaquer l'un des atouts militaires les plus impressionnants et coûteux des États-Unis. Alors ils ont visé le joyau absolu de l'armée de l'air américaine, le F-35C Lightning II. L'OVNI mai 2026. Bien plus qu'un simple avion de chasse, le F-35 a souvent été décrit comme un super ordinateur volant, doté d'une multitude impressionnante de capteurs, de scanners et d'autres technologies qui lui permettent d'offrir un niveau de connaissance de la situation inégalé, à la fois à son pilote et à toutes les autres unités dans la zone environnante. On dit aussi que c'est l'un des avions les plus furtifs jamais inventés, avec chaque élément de sa conception, de ses soutes d'armement interne à son revêtement extérieur absorbant les ondes radar, conçu pour l'aider à échapper à la détection radar, et, soi-disant, traverser l'espace aérien ennemi sans être vu. Mais un drone iranien est sur le point de suivre l'insaisissable qu'il avait repéré et commencer à surveiller. Un F-35 américain qui, selon Téhéran, avait commis l'erreur d'entrer dans l'espace aérien iranien. À l'intérieur du cockpit, le pilote du F-35 est alerté par une tonalité pulsée soudaine, brisant le silence dans son système de visualisation intégré au casque. Les capteurs de son avion ont détecté un pic soudain d'activité radioélectrique. Bien plus bas, le drone de surveillance iranien à faible signature a repéré le F-35. Et il transmet déjà des images en temps réel aux équipes du CGRI au sol. À des kilomètres en contrebas, dissimulé parmi les falaises du littoral sud de l'Iran. Une batterie de défense aérienne est activée, avec les opérateurs du CGRI qui s'efforcent désespérément de verrouiller la position précise du jet. Il ne restait plus qu'à régler le dernier détail avant de tirer sur le jet, et, avec un peu de chance, l'atteindre. Mais ce n'était pas une tâche ordinaire, c'était l'un des équipements militaires les plus coûteux et les mieux conçus jamais inventés. Le coût astronomique du programme F-35, atteignant $1 billion, a souvent été évoqué. Des critiques doutent de la bonne utilisation de cet argent. Et même s'il y a des débats sur les avantages et les inconvénients du design du F-35, il ne fait aucun doute que c'est un avion extraordinaire, conçu pour surpasser toutes les normes de furtivité et de survivabilité existantes. Il incarne des décennies d'investissement et de développement. Sa forme a été conçue pour limiter les réflexions radar. Ses capteurs recueillent et fusionnent d'énormes volumes de données du champ de bataille. Et ses composants de guerre électronique utilisent certaines des technologies militaires les plus avancées de l'ère moderne. Mais le F-35 n'a pas été conçu seulement pour échapper à la détection. Il a aussi été conçu pour opérer dans des environnements hostiles et contrer les meilleures défenses aériennes. En évitant les missiles intercepteurs et en saturant les radars ennemis de faux signaux, ce qui lui permet de fuir aisément même les zones de combat les plus intenses, indemne, presque à chaque fois. Donc quand les défenses iraniennes étaient prêtes à tirer, le pilote du F-35 avait déjà pris les mesures nécessaires, utilisant la suite de guerre électronique, les capteurs et systèmes de suivi de son appareil. Ils auraient sans doute brouillé aussitôt les défenses ennemies, envoyant de faux signaux pour semer la confusion. Incapables de verrouiller précisément la cible, les armes iraniennes ne pouvaient pas toucher le chasseur américain, qui s'est rapidement échappé, quittant l'espace aérien iranien sans aucun dommage. Pour la plupart des armées, repérer un avion de chasse ennemi sans l'abattre serait insignifiant. Mais les gardiens de la Révolution étaient dans une situation si désespérée qu'ils ont présenté cet incident comme une sorte de victoire. Le haut commandement militaire a annoncé fièrement, via ses médias d'État, que ses opérateurs radars et équipes de drones avaient détecté et suivi et verrouillé un chasseur furtif américain. Ils ont diffusé des images en basse résolution de l'incident, des séquences granuleuses capturées par le drone, montrant ce qui semble être le F-35, au loin, et ont affirmé qu'ils avaient effectivement brisé le mythe de la domination américaine, démontrant que le F-35 pouvait être activement ciblé par les technologies iraniennes. Cependant, repérer quelque chose dans le ciel n'est pas la même chose que de l'engager réellement.
Et il y a encore un monde de différence entre être capable de tirer sur un avion et réellement réussir à l'abattre. L'Iran a simplement montré qu'il pouvait repérer un chasseur américain qui est ensuite rentré à sa base sans le moindre problème. Aucune blessure pour le pilote et aucun dommage pour l'avion. C'est la vraie réussite ici. Mais le CGRI n'en est pas resté là. Le même jour où l'Iran a annoncé avoir repéré le F-35, il a également révélé quelque chose d'un peu plus concret. Une frappe confirmée sur un autre appareil américain, bien moins précieux. Un drone MQ-9 Reaper, aussi parfois appelé Predator B. Le General Atomics MQ-9 Reaper est loin d'être un F-35. C'est un UAV de moyenne altitude et de longue endurance, capable à la fois d'être contrôlé à distance et de voler de façon autonome. Et il a été introduit dans l'US Air Force en 2007. Des centaines de ces drones ont été construits et ont prouvé leur efficacité lors d'opérations en Irak, en Afghanistan et ailleurs. Plusieurs nations, dont la France, l'Allemagne, l'Inde, l'Espagne et Taïwan, ont investi dans les drones Reaper, et les États-Unis les emploient régulièrement en Iran depuis le début du conflit. Mesurant 11 mètres de long, avec une envergure de 20 mètres et une hauteur de 3,70 m, ces drones sont des cibles nettement plus petites que les F-35, mais ils sont aussi bien plus faciles à toucher. Ils ne sont pas conçus pour être très furtifs ou survivables, et ne disposent donc pas des systèmes avancés de guerre électronique, de brouillage ou d'évasion rapide. À la différence des chasseurs de combat de classe mondiale, peut-être que le CGRI était frustré par la facilité avec laquelle le F-35 a réussi à s'échapper, et donc désespéré de remporter une victoire. Pour nourrir sa propagande, il a braqué ses viseurs sur le MQ-9, une cible nettement plus facile à abattre. Le drone en question effectuait apparemment une mission de collecte de renseignements de routine au-dessus du golfe Persique. Lorsque l'Iran a ouvert le feu et l'a abattu en plein vol, le drone a été détruit, les gardiens de la révolution islamique ont célébré. Il a également annoncé avoir tiré sur un deuxième drone, un drone de collecte de renseignements, RQ-4 pour être précis. Et s'est réservé le droit légitime et incontestable de riposter à toute violation perçue de l'accord de cessez-le-feu. Sur le plan des relations publiques, ce fut un moment marquant pour le haut commandement iranien. Le CGRI avait prouvé qu'il pouvait détruire les armes occidentales qui s'approchaient trop près, et qu'il le ferait. Mais alors qu'il était occupé à célébrer, le commandement central des États-Unis préparait déjà sa réponse. Les Iraniens pensaient peut-être avoir un avantage, le nouvel ayatollah croyant sa grande armée de drones presque invisible pour l'ennemi, avec des essaims cachés dans des bases souterraines et recoins côtiers. En réalité, les États-Unis s'efforçaient de recueillir des données, d'analyser des renseignements et d'identifier précisément où étaient détenus les moyens du CGRI. Ils gardaient ces informations en réserve, attendant de les utiliser si et quand l'occasion se présenterait. En violant le cessez-le-feu, l'Iran avait offert cette opportunité à son adversaire sur un plateau d'argent. Il ne restait plus qu'à exécuter la riposte. Cette riposte est arrivée le 28 mai. C'est alors qu'une frappe de riposte rapide, soigneusement coordonnée, a reçu le feu vert pour frapper le CGRI là où ça comptait le plus. L'un des nœuds les plus cruciaux du réseau militaire du pays, la ville portuaire de Bandar Abbas. Située sur la côte sud de l'Iran, donnant sur les eaux du détroit d'Ormuz. Bandar Abbas est sans doute le centre névralgique naval le plus vital sous le contrôle du CGRI. Depuis des années, elle sert de quartier général à la marine conventionnelle iranienne, ainsi qu'à la branche navale du CGRI. La position stratégique de Bandar Abbas a permis à l'Iran de contrôler et de projeter sa puissance à travers le détroit et au-delà. Même si les États-Unis ont détruit une grande partie des forces navales iraniennes plus tôt dans le conflit, le pays possède encore une flotte de petites embarcations, qu'il a souvent envoyées en essaim attaquer les navires de guerre américains et les navires commerciaux traversant la voie navigable. Armées de roquettes, mines et mitrailleuses, ces embarcations paraissent petites, mais elles peuvent représenter une menace sérieuse, particulièrement pour les cargos et les pétroliers, qui ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes. Ensuite, il y a la menace des drones et des missiles. Le CGRI a déployé un arsenal d'armes aériennes depuis Bandar Abbas et les zones environnantes, déployant ses essaims de drones et ses missiles anti-navires au-dessus du détroit, pour surprendre des navires de passage. Mais les États-Unis savent tout cela et surveillent de près Bandar Abbas, ainsi que d'autres sites stratégiques sur la côte iranienne depuis plusieurs semaines maintenant. Quelques jours auparavant, les États-Unis sont allés encore plus loin, frappant la ville, en riposte à l'attaque contre les destroyers de la marine. Maintenant, les États-Unis sont prêts non seulement à répéter ces actions, mais aussi à les intensifier. L'Iran aurait abattu un drone américain, mais les États-Unis préparaient une riposte bien plus forte. Tôt le matin du 28 mai, l'ordre final est arrivé. Et Bandar Abbas a de nouveau ressenti toute la puissance de l'armée américaine. Contournant les périmètres défensifs de la ville, qui avaient déjà été fortement affaiblis lors des attaques précédentes,
Les forces du CENTCOM ont ciblé les infrastructures soutenant l'armée de drones de l'Ayatollah, notamment ses centres d'opération, dont un a été frappé par des munitions de précision, infligeant d'énormes dégâts à l'un des rares atouts précieux qu'il restait au CGRI. Ces centres servent à assembler, stocker et déployer des drones pour des attaques en essaim. Ici, les opérateurs de drones s'entraînent et perfectionnent leurs compétences, pilotant leurs drones pour bombarder des cibles militaires et civiles en toute impunité. Ils sont essentiels pour que le régime iranien ait la moindre chance d'exercer une quelconque influence à travers le détroit d'Ormuz et dans l'ensemble de la région du Golfe Persique. C'est uniquement grâce à ces centres que le pays peut mener des frappes contre des pays voisins comme le Koweït, l'Irak et les Émirats arabes unis. Et plusieurs ont déjà été éliminés, c'est pourquoi l'Iran est passé de la capacité de lancer environ 400 drones par jour au début du mois de mars à seulement quelques dizaines en mai. Plus les États-Unis détruisent d'installations, plus le CGRI a de difficultés à opérer. Parce que sans ces centres, peu importe la taille réelle de l'armée de drones de l'Ayatollah, sa stratégie d'attaque en essaim devient de moins en moins viable lorsque l'infrastructure qui alimente ces essaims n'existe plus. Pour remuer le couteau dans la plaie, les États-Unis ont aussi annoncé avoir abattu 4 drones iraniens qui survolaient Bandar Abbas lors de la frappe. Et soudain, l'ambiance en Iran est passée de la jubilation à la dévastation, alors que Téhéran était confronté à une autre réalité, sombre et inconfortable. Leur infrastructure de drones soi-disant secrète n'était pas si secrète que ça. Finalement, une fois de plus, l'ego du CGRI avait été mis à mal, mais encore une fois, il refusait la défaite. Le problème était qu'il manquait simplement de ressources pour riposter sérieusement contre les États-Unis. Même s'il utilisait ses dernières forces contre la marine américaine, il gaspillerait sûrement ses ressources et subirait encore une humiliation. Le haut commandement du CGRI a repris une tactique familière. Ils ont cherché une cible plus facile et moins protégée, et ils l'ont trouvée. Pas dans les eaux du détroit d'Ormuz, mais dans le pays voisin, du Koweït. Ce petit pays d'Asie de l'Ouest est une cible favorite pour l'Iran depuis le début de la guerre. En fait, dès le premier jour du conflit, le 28 février, l'Iran a frappé l'aéroport international du Koweït et la base militaire Ali al-Salem avec des drones. Dans les semaines suivantes, le Koweït a essuyé de nouvelles frappes de drones et missiles, visant surtout des bases militaires américaines et italiennes, dont la garnison américaine du camp Bering. La garde nationale koweïtienne, appuyée par les forces américaines, a généralement réussi à abattre la plupart des engins ennemis pénétrant son espace aérien. Peu après l'attaque américaine sur Bandar Abbas, le Koweït a annoncé l'activation de ses défenses aériennes. Le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré des missiles et un essaim de drones vers leur cible, une base aérienne américaine inconnue. Et les habitants ont signalé des explosions retentissant autour d'eux. Heureusement, il s'est vite avéré que ces explosions n'étaient pas dues aux frappes iraniennes ayant atteint leur cible, mais par leur interception en cours de route et leur élimination dans les airs. Les installations américaines dans le Golfe sont protégées par des systèmes de défense aérienne et antimissiles multicouches, incluant des défenses terminales à haute altitude et des lanceurs Patriot. Les armes iraniennes n'avaient pratiquement aucune chance de frapper leur cible avec succès, et aucun dégât ni victime n'a été signalé au sol au Koweït à ce stade, bien qu'il semblât encore conserver un vague semblant de crédibilité et subsister dans les couloirs obscurs de la diplomatie. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis touchait à sa fin. Il était évident que l'Iran avait accepté l'accord de mauvaise foi et n'avait jamais voulu alléger son blocus dans le détroit. Pendant ce temps, les attaques répétées du CGRI contre les pays voisins et la provocation de la marine américaine montraient que la seule langue comprise par Téhéran était celle des bombes et des balles. Les États-Unis furent de nouveau plongés dans une confrontation sans restriction et à haut risque avec un adversaire très obstiné. Les canaux diplomatiques se sont tus, tandis que les deux nations se préparaient à la suite. Il semblait que l'Iran avait joué ses cartes en attaquant le Koweït, et la balle était à nouveau dans le camp des États-Unis. Alors que le monde entier observait et attendait de voir comment les forces américaines réagiraient, ce qui s'est passé ensuite, cependant, était quelque chose de très différent. Acculé et sous pression, le CGRI a apparemment décidé de jeter la prudence aux oubliettes et d'activer ses derniers systèmes de défense aérienne le long de la côte sud, jurant d'ouvrir le feu sur toute cible entrant dans leur champ radar, quel qu'en soit le type ou l'auteur. Toute prétention à la retenue ou à la paix a alors été abandonnée. Et il n'a pas fallu longtemps pour que la cible idéale, du point de vue de l'Iran, entre à portée radar le 31 mai. Un autre drone des États-Unis, un MQ-1 Predator, opérait au-dessus des eaux internationales. Quand une batterie de défense aérienne iranienne a verrouillé sa cible et tiré un missile sol-air, le drone n'avait aucune chance. Ses débris sont tombés dans les eaux en contrebas.
Dans un cas étrange, où l'histoire se répète et où le CGRI se montre totalement incapable de tirer les leçons du passé, Téhéran a célébré à nouveau. Elle s'est vantée de ses capacités militaires, les médias d'État présentant l'abattage d'un drone comme une sorte de coup de maître stratégique. En réalité, tout ce que l'Iran avait fait encore une fois, c'était de provoquer l'ours, et il allait en subir les conséquences. Comme d'habitude à ce stade du conflit, les États-Unis ont vite planifié et lancé leur riposte, sans perdre de temps pour identifier les infrastructures iraniennes importantes à cibler et à détruire. À la suite de la perte du drone, encore une fois, la réponse américaine ne se limitait pas à frapper quelques cibles iraniennes ou détruire un drone. Ce n'était pas un simple échange coup pour coup. La contre-offensive américaine illustrait encore le déséquilibre écrasant entre les forces iraniennes et américaines. Alors que le CGRI fêtait la destruction d'un drone, les États-Unis déployaient certains de leurs moyens aériens parmi les plus avancés au monde. Les pilotes ont embarqué dans leurs chasseurs et avions d'attaque, décollant à grande vitesse vers leurs cibles. Armés d'une impressionnante panoplie de missiles capables de neutraliser aussi bien des cibles au sol que dans les airs avec une grande facilité, les avions américains ont pénétré l'espace aérien iranien et attaqué leurs ennemis. Ils ont ciblé en priorité les systèmes de défense aérienne, que l'Iran croyait avoir cachés en sécurité sur la côte. Encore une fois, le CGRI s'est montré moins compétent au jeu du cache-cache qu'il ne le disait. Les positions exactes des batteries de missiles ont été identifiées et transmises aux pilotes de chasse, qui les ont détruites avant que leur opérateur ne réagisse. Les avions de chasse américains sont ensuite passés à une autre station de contrôle au sol du CGRI, et en un instant, un autre nœud essentiel de l'Iran a été éliminé du champ de bataille, fragilisant encore plus la logistique déjà affaiblie du pays. Avant de quitter la zone de combat, les pilotes américains ont également détruit 2 drones kamikazes iraniens qui menaçaient ou pouvaient attaquer des navires commerciaux dans les eaux régionales. Ainsi, les États-Unis ont de nouveau laissé l'Iran affronter les conséquences de ses actes. Il avait certes détruit un drone, mais il avait perdu 2 autres drones, tout un centre de contrôle de drones et de nombreuses défenses aériennes en échange. Soudain, l'abattage du Predator n'était plus un motif de fierté pour les gardiens de la révolution islamique. À ce stade, on pourrait s'attendre à ce que l'armée iranienne reste discrète pendant un certain temps, et prenne le temps de réfléchir à sa prochaine action. C'est ce qu'une force logique et sensée aurait fait. Mais le CGRI a prouvé qu'il n'est ni logique, ni sensé. Son haut commandement a encore laissé son ego l'emporter sur la raison. Encore une fois, le CGRI a décidé de ne pas rester silencieux, mais de lancer une nouvelle attaque. Dans un geste désespéré de défi, il a ordonné le lancement immédiat de ses 2 missiles balistiques restants les plus puissants, cachés dans des silos souterrains quelque part à l'intérieur de l'Iran. Leur cible, la base aérienne américaine au Koweït, à nouveau, il n'y arriverait pas. Cependant, les radars américains ont détecté le lancement, au moment où il s'est produit, et ont immédiatement lancé leurs propres missiles intercepteurs, sans aucune hésitation. Les missiles iraniens ont été éliminés, la menace a été neutralisée. Toutes ces attaques ont eu lieu à quelques dates seulement, quelques jours qui se sont révélés absolument désastreux pour l'Iran. Les bilans finaux des 2 camps parlaient d'eux-mêmes. Le CGRI avait réussi à abattre 2 drones américains et à capturer quelques images vidéo d'un F-35. Il avait également gaspillé plusieurs missiles. Les États-Unis avaient détruit 2 centres de contrôle de drones et de nombreux drones d'attaque, et un grand nombre de systèmes de défense aérienne, sans subir aucun dégât ni perte humaine. Ce faisant, ils avaient envoyé un message clair, c'est les États-Unis et non l'Iran qui contrôlent le golfe Persique. Et toute tentative de remettre en cause leur autorité se heurtera toujours à la réponse la plus dévastatrice. Cependant, détruire l'armée de drones de l'ayatollah n'a fait que sécuriser le ciel. Pour vraiment briser le régime, la marine des États-Unis devait étouffer leur économie pétrolière de plusieurs milliards de dollars en mer. Pour voir exactement comment. Un avion de chasse américain a paralysé un énorme forceur de blocus iranien, en larguant une bombe guidée par laser directement dans sa cheminée de 2 mètres. Cliquez sur la vidéo affichée à l'écran, et on se retrouve sur le prochain champ de bataille.